Nous allons peut-être commencer. Donc je remercie Magali Gariboro qui a bravé les intempéries en provenance de Montpellier pour venir jusqu'à nous. Magali est chargée de recherche au CNRS à Montpellier, dans l'Institut des biomolécules. Elle dirige un groupe qui s'appelle Glyco et Nanovecteurs pour le ciblage thérapeutique. Donc c'est à ce titre-là, bien sûr, que nous l'avons invité à parler des nanoparticules thérapeutiques contre le cancer. Et en fait, c'est une deuxième séance sur les nanoparticules au cours de cette année, puisque vous vous rappelez peut-être, Christophe Vieux était venu depuis Toulouse nous parler des questions d'éthique liées aux nanotechnologies. Et donc, nous avions voulu avoir deux aspects de ces nanomatériaux ou nanoparticules. Donc je vais lui laisser la parole. Je voudrais juste souligner qu'elle va vous en glisser, je crois, quelques mots, qu'elle est également responsable d'une start-up dans le domaine biomédical, voilà, et qu'elle a été aussi lauréate du prix des chercheurs d'avenir en 2014. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation qui me fait très plaisir. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler des nanoparticules thérapeutiques contre le cancer. Alors, surtout, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose de pas très clair dans la présentation, une question qui vous vient, n'hésitez pas à me couper, même pendant une phrase, même peu importe, mais ce sera plus vivant et ce sera plus sympa de lever le doute tout de suite. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc, je travaille à Montpellier dans une équipe multidisciplinaire qui est composée de biologistes, de chimistes, de personnes à l'interface de la chimie et de la biologie, et également de chirurgiens. Et ensemble, nous essayons de développer deux grands axes de recherche qui sont d'une part la production d'enzymes médicaments pour le traitement des maladies lysosomales, qui sont des maladies rares, génétiques. Et également, nous essayons de développer des nanoparticules pour cibler, traiter et imager certains cancers. Or, c'est sur cette partie des enzymes médicaments que nous sommes le plus avancés, puisque nous avons réalisé un certain nombre d'expériences sur des animaux modèles de ces maladies, comme notamment la maladie de Pompe. Et nous avons breveté ces résultats et décidé en 2012 de créer ce qu'on appelle une spin-off de notre groupe de recherche, la société Nanomédecine, avec mes collègues Marcel Garcia, Alain Morer et Jean-Olivier Durand. Et aujourd'hui, la société est organisée avec 3 chefs de projet, 2 étudiantes en thèse et un PDG. Nous sommes aussi accompagnés par des investisseurs et nous venons récemment de signer avec les laboratoires Shire, pour développer une enzyme médicament sur la maladie. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler des nanoparticules et de leur utilité dans le traitement du cancer. Donc, pour commencer, une nanoparticule, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une particule ultra fine de 1 à 100 nanomètres qui va être environ 10 000 fois plus petite qu'un grain de sable. C'est-à-dire que si on considère qu'un grain de sable a une taille de 1 mm, une cellule humaine, comme ici par exemple une cellule cancéreuse humaine, va être 100 fois plus petite. Vous voyez ici, chaque point noir correspond à un noyau d'une cellule et les petits contours blancs correspondent aux membranes cellulaires. Donc ici, vous avez une photo d'environ 50 cellules cancéreuses. Eh bien, une nanoparticule va être encore 100 fois plus petite que cette cellule. Donc les nanoparticules peuvent être de deux catégories. Soit elles peuvent être des sous-produits d'une réaction, comme la fumée de cigarette, les gaz d'échappement, bref, de la pollution, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, ou alors elles peuvent être fabriquées par l'homme. Et dans ce cas, elles peuvent être de différents matériaux, elles peuvent être de carbone, de silice, d'or, d'argent, de diamant même, et elles rentrent dans différents domaines d'application, comme l'électronique, les cosmétiques, l'automobile, etc. Et on va le voir, elles peuvent aussi rentrer dans des applications comme la biologie et même des applications biomédicales. Alors, les nanoparticules, ça, M. Vieux vous a parlé un petit peu, elles n'ont pas très bonne presse, elles n'ont pas une bonne réputation parce qu'elles présentent un risque. Du fait de leur petite taille, elles ne sont pas filtrées dans l'air et dans l'eau.
et elles peuvent donc se répandre dans l'environnement sans qu'on puisse rien y faire, et on a le risque de pénétrer les organismes vivants et notamment les cellules. Ça, c'est le risque. Eh bien, nous, c'est cette propriété de pénétrer les cellules qu'on va utiliser et détourner pour cibler plutôt les cellules cancéreuses que les cellules normales. Alors, lorsqu'on démarre un projet pour mettre au point une nouvelle nanoparticule pour traiter un cancer, on va toujours essayer de suivre un certain cahier des charges. C'est-à-dire qu'après une discussion avec nos collègues cliniciens, on va essayer d'identifier un besoin clinique pour tel ou tel cancer. Et ensuite, on va chercher une cible moléculaire de ce cancer. C'est-à-dire qu'on va analyser le tissu cancéreux et essayer de trouver une molécule comme un récepteur qui va être surexprimé par les cellules cancéreuses et pas par les cellules saines. Ainsi, on va pouvoir le cibler et les chimistes de l'équipe vont pouvoir synthétiser des ligands, c'est-à-dire des molécules qui vont reconnaître ce récepteur surexprimé sur les cellules cancéreuses. Et nos collègues chimistes des matériaux vont synthétiser des nanoparticules qui vont contenir tout ce qu'il faut pour tuer les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que ces nanoparticules, regardez, ce sont des boules mésoporeuses, c'est-à-dire qu'elles ont des petits trous, structure à nid d'abeille, dans lesquels on peut encapsuler une grande quantité de drogues anticancéreuses, et dans les murs de ces nanoparticules, dans le mur des pores, on peut accrocher des photosensibilisateurs. Ce sont des molécules qui sont inertes, mais qui sont capables, dès qu'on va les activer avec un rayon laser très particulier, d'absorber les rayons du laser et de générer tout un tas de réactions chimiques qui vont nous permettre de tuer les cellules cancéreuses. Donc lorsque l'on a greffé nos ligands pour reconnaître les cellules cancéreuses sur ces nanoparticules photoactivables, activables par des lasers, on va pouvoir réaliser des essais biologiques, soit sur des cellules cancéreuses en culture, des cellules humaines, soit sur des animaux, modèles de laboratoire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Les nanoparticules, c'est déjà très petit, mais les photosensibilisateurs sont encore plus petits. Encore plus petit, bien sûr, c'est de l'ordre de la molécule chimique. Tout à fait. Encore plus petit, et c'est pris dans les murs de la nanoparticule. Je continue? Oui. Alors, les cellules cancéreuses, on les cultive, on les achète dans des banques de cellules, et ensuite on les cultive dans des incubateurs. Ce sont des enceintes humides, rechargées en CO2, 5% de CO2, maintenues à 37 degrés, comme la température du corps. À l'intérieur, pour le commencer, on a des boîtes qui contiennent les cellules cancéreuses. De plus près, voici une flasque de culture. Dans cette flasque qui fait 75 cm², donc elle est à peu près comme ça, on a environ 10 millions de cellules cancéreuses. Ici, un bouchon filtré pour que l'air passe, mais pas les bactéries ou les champignons. Et les cellules sont baignées dans un milieu de culture qui contient tous les nutriments dont les cellules ont besoin pour se multiplier, pour grandir. Si on prend cette flasque et qu'on la met sous le microscope, et bien voilà ce qu'on voit, les cellules en culture qui sont adhérentes, c'est-à-dire qu'elles sont collées au plastique. Si on veut faire des expériences, il va falloir décoller ces cellules et dans une enceinte stérile et se placer dans de petits puits. Et là, on va pouvoir réaliser des expériences, c'est-à-dire qu'à chaque puits de cette plaque, il y en a 96, à chaque puits, on peut faire une expérience. Et typiquement, voilà ce qu'on fait. On met les cellules cancéreuses humaines au fond de la boîte, elles collent, elles adhèrent au plastique, on les baigne de milieu, et là, on va pouvoir traiter avec des nanoparticules. Qu'est-ce qui va se passer? Les nanoparticules vont sédimenter, et quand elles vont rentrer au contact de ces cellules, il va y avoir une reconnaissance du ligand qu'on a accroché au récepteur qui est surexprimé par ces cellules cancéreuses. Il va s'en suivre une internalisation, une accumulation des nanoparticules dans les cellules, et par une irradiation laser qui active les photosensibilisateurs qui sont dans ces nanoparticules, on va générer soit des radicaux libres qui vont tuer les cellules cancéreuses, soit des photons qui vont permettre de faire l'imagerie des cellules cancéreuses. Alors, le laser utilisé, la plupart du temps, c'est pas autre chose que celui-là. Même longueur d'onde, c'est-à-dire du rouge, n'est pas plus puissant. C'est ce qu'on avait réalisé en 2008 dans une étude qu'on a publiée. Et on avait mis au point des nanoparticules recouvertes de mannose. Le mannose, c'est le sucre, parce qu'on avait identifié que dans les cellules de cancer du sein, il y avait une surexpression des récepteurs du mannose. Alors, on a utilisé ces cellules cancer du sein,
On a produit des nanoparticules activables par des lasers recouvertes de mannose. On a traité ces cellules. On a irradié pendant 10 minutes avec un laser comme celui-là, les cellules. Et on a observé que lorsque les nanoparticules n'étaient pas recouvertes de mannose, on avait quand même 60% de mort cellulaire après seulement 10 minutes d'excitation et 100% quand on utilisait des nanoparticules recouvertes de mannose. Cet effet, il est dû au fait que les nanoparticules, quand elles rentrent dans les cellules, elles se retrouvent dans un compartiment qui s'appelle le lysosome. Le lysosome, c'est un peu là où tout se retrouve quand la cellule mange ou boit. Quand elle mange, elle prend quelque chose et elle l'amène au lysosome. C'est un peu l'équivalent d'un système digestif. C'est un compartiment acide avec tout un tas d'enzymes qui vont dégrader tout ce qu'elles ont pu trouver et utiliser et excréter tout ce qu'elles ne peuvent pas récupérer. Donc, pour vous montrer que ces nanoparticules vont au lysosome, ici c'est une expérience d'imagerie confocale fluorescente. Les noyaux des cellules cancéreuses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont colorés en bleu. Les lysosomes de ces cellules sont des petits compartiments acides, sont colorés en rouge. Les nanoparticules sont accrochées à une molécule fluorescente verte, elles sont ici. Et si on superpose ces trois images, eh bien on voit que tous les points rouges et verts deviennent jaunes. Ça veut dire que toutes les nanoparticules sont dans les lysosomes. C'est pour ça que c'est aussi efficace. Ensuite, on a fait notre étude avec des nanoparticules qu'on avait fabriquées pour traiter le cancer de la prostate. On a d'abord cherché à identifier une cible de ce cancer-là, et on a montré que, sur une étude qu'on a réalisée sur 126 patients, il y avait, dans 84% des cas, il y avait une surexpression de cette molécule-là, le récepteur du mannose 6-phosphate. On a synthétisé des nanoparticules recouvertes de ce ligand, on a traité des cellules cancéreuses en culture, et on a montré un effet très important de ces nanoparticules sur des cellules qui sont ici des cultures primaires. C'est-à-dire que là, on n'a pas acheté des cellules dans une banque, mais on a récupéré auprès de nos collègues cliniciens des morceaux de tumeurs, on les a ramenés au laboratoire, on les a coupés en petits morceaux, on a dissocié toutes les cellules cancéreuses qu'on a remis en culture, et voilà ce qu'on obtient. Voilà, un tapis de cellules cancéreuses, et lorsqu'on traite avec ces nanoparticules qu'on irradie avec le laser, on a une importante mort cellulaire dans cette zone. À partir de là, on a collaboré avec tout un tas d'équipes en France et à l'étranger qui élaboraient des systèmes de plus en plus complexes et de plus en plus élaborés, comme notamment des nanovalves, des nanoturbines, c'est-à-dire que les nanoparticules qui contiennent des drogues sont fermées, les pores sont fermés avec des bouchons qui sont retenus par une molécule, un lien azobenzène. Et ici, en fait, une molécule prise dans les murs va absorber les rayons d'un laser. Elle ne va pas générer de mort cellulaire, elle va juste transférer son énergie à cette molécule-là, qui va chasser le bouchon. Et si on rajoute une nanoturbine à l'intérieur, on va chasser plus efficacement, avec de l'agitation moléculaire, les drogues hors des nanoparticules. Et on peut voir que là, c'était des excitations dans le proche infrarouge, avec des lasers très particuliers, les lasers pulsés. Et quand on irradie moins de 5 secondes seulement, moins de 5 secondes avec ces lasers pulsés, on obtient environ 40% de mort cellulaire. Avec un laser qui n'induit pas de mort cellulaire quand il n'y a pas de nanoparticules. Alors on a travaillé aussi avec des équipes qui développent des systèmes autonomes. C'est-à-dire qu'il y a certains cancers pour lesquels l'utilisation du laser n'est pas du tout adaptée. Ce sont des cancers diffus, comme notamment le cancer du côlon, où là on a besoin d'une vraie chimiothérapie ciblée. Alors on a développé ces nanoparticules-là qui contiennent les drogues pour traiter le cancer du côlon, bouchées par des bouchons qui sont retenus par des liens acidolabiles. Ce qui veut dire qu'à pH 7,4, à pH physiologique, lorsque les nanoparticules circulent dans le sang, il n'y a pas ouverture du bouchon, la drogue reste piégée. Par contre, dès que ces nanoparticules vont pénétrer dans les cellules cancéreuses, notamment arriver au lysosome, ici, même expérience que tout à l'heure, on colocalise le rouge et le vert, quand ces nanoparticules vont arriver dans les lysosomes, où le pH est acide, il va y avoir rupture du lien acidolabile, le bouchon va partir, les drogues vont être libérées à l'intérieur des cellules cancéreuses. C'est ce qu'on a montré sur cette étude, où on a récupéré des tumeurs de cancer du côlon à l'hôpital, on a remis ces cellules au laboratoire en culture, et on a vu tout d'abord que ces cellules, lorsqu'elles sont en culture, elles ne se comportent pas comme toutes les autres, elles font des colonies.
Elles ne font pas une tapis cellulaire uniforme, elles font des colonies, et on se retrouve avec, dans la boîte, des têtes d'épingles qui correspondent à chaque fois environ à 500 000 cellules. Et ces colonies, on va pouvoir mesurer leur taille et on va pouvoir les compter. C'est ce qu'on a fait ici. On voit que lorsqu'on mesure la taille des colonies, elles augmentent au cours des jours et que leur nombre également. Par contre, si on traite avec ces nanoparticules, on rajoute dans le milieu, eh bien, la taille des colonies diminue et leur nombre aussi. C'est ce qu'on peut voir ici. C'est la photographie au microscope de l'intérieur d'une colonie avec environ 5000 cellules. Le deuxième jour, après le traitement, on commence à voir apparaître du plastique. Le quatrième jour, la colonie est détruite. Et le huitième jour, il n'y a plus de cellules en vie. On peut également faire des nanoparticules hybrides avec des nanoparticules plus petites encore à l'intérieur, comme des nanoparticules d'or. C'est le cas ici. On a des nanoparticules qui contiennent des photosensibilisateurs qu'on va pouvoir exciter pendant 5 secondes avec un laser pulsé pour avoir 60% de mort cellulaire. Eh bien, si on rajoute des petites nanoparticules d'or à l'extérieur, ou alors qu'on les concentre au cœur pour avoir des nanoparticules au cœur coquille, on va avoir 100% de mort cellulaire après moins de 5% d'excitation laser. Et si on regarde le potentiel d'imagerie de ces nanoparticules, on voit que lorsqu'on rajoute des nanoparticules d'or, on a une exaltation par rapport aux quelques points bleus qu'on voit ici, qui correspondent à 7 nanoparticules. Lorsqu'on a rajouté les nanoparticules d'or, on a énormément de points bleus, ce qui montre le potentiel d'imagerie des nanoparticules lorsqu'elles sont dopées avec des nanoparticules d'or. Et vous voyez comment on peut maîtriser si on remet ces nanoparticules d'or à l'extérieur ou à l'intérieur des nanoparticules de silice. Donc, quand on a des effets aussi importants sur les cellules en culture, on a toujours envie de tester leur efficacité sur des animaux de laboratoire pour voir si ce qu'on avance est réel. Et là, on va bénéficier in vivo d'un triple ciblage. C'est-à-dire que, d'une part, les nanoparticules vont aller s'accumuler dans la tumeur par ce qu'on appelle l'effet EPA, pour Enhanced Permeability and Retention Effect. C'est-à-dire que quand une tumeur se développe quelque part, sitôt qu'elle va atteindre la taille d'environ 1 cm3, l'intérieur de la tumeur va commencer à se nécroser parce que les cellules étouffent un peu. Donc elle va commencer à envoyer des signaux chimiques au corps pour lui dire « fais-moi des vaisseaux sanguins pour que je puisse détourner de la circulation tous les nutriments dont j'ai besoin pour grossir un peu plus. » Et c'est ce qu'elle va faire. Et le corps va synthétiser rien pour elle des vaisseaux sanguins, un peu à la va-vite. Et ces vaisseaux sanguins, vous voyez, il leur manque certaines couches de cellules et ils laissent apparaître des trous. Et bien dans ces trous, il va pouvoir s'accumuler des objets de la taille comprise entre 50 et 250 nanomètres. C'est exactement la taille de nanoparticule. Donc grâce à cette imperfection, grâce à la néoangiogénèse du cancer, on va pouvoir accumuler des nanoparticules dans l'espace péritumoral. Près d'une tumeur, il y a aussi un drainage lymphatique qui est faible, c'est-à-dire qu'il y a peu de mouvement autour d'une tumeur. Donc nos nanoparticules ont tout le temps nécessaire pour que leurs ligands reconnaissent les récepteurs surexprimés par ces cellules cancéreuses et ne pas aller sur les cellules normales. Parce que dans une tumeur, il y a beaucoup de cellules cancéreuses, mais aussi des cellules saines et autour aussi. Et ensuite, ces nanoparticules vont être internalisées et quand on va irradier avec le laser à l'endroit où on a défini, eh bien, on va pouvoir avoir notre troisième ciblage. Et c'est ce qu'on a fait en 2011. On a été les premiers à montrer qu'on pouvait traiter des animaux par PDT avec des lasers infrarouges pulsés in vivo avec des nanoparticules qu'on pouvait réduire en cancer. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a utilisé les souris nude. Alors, elles n'ont pas de poils, c'est un effet secondaire du fait qu'elles sont immunodéprimées. Elles ont un très très faible système immunitaire, ce qui fait qu'on peut greffer, sans avoir de rejet, des cellules humaines et notamment des cellules cancéreuses humaines. Donc on a greffé ces cellules avec des cellules cancéreuses humaines. Elles ont développé des tumeurs très rapidement parce qu'on a utilisé des cellules très agressives de cancer du côlon. Au bout de 13 jours, toutes les souris avaient une tumeur de la même taille, ou presque. On a injecté dans le système sanguin, dans la queue de la souris, une certaine quantité de nanoparticules. On a irradié la tumeur pendant 9 minutes avec un laser infrarouge. Et on a récupéré les souris et pendant un mois, on les a surveillées et mesuré la taille des tumeurs. Au bout d'un mois, on a sacrifié les animaux, on a récupéré les tumeurs, on les a mesurées et pesées et on a pu voir que, eh bien, chez les animaux traités,
on a vu une diminution de 70% de la taille de la tumeur. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus une question peut-être. L'irradiation, c'est externe. En fait, ça traverse Oui, dessus. exactement. Exactement. On utilise de plus en plus. Alors, dans cette étude-là, on a utilisé, comme je vous disais, le laser infrarouge pulsé pour activer avec 2 photons en même temps les molécules qui sont prises dans les nanoparticules. Et ces lasers, ils ont la propriété de pénétrer jusqu'à 2 cm les tissus. Comme celui-là monophotonique continu, il a pénétré grand maximum de 0,4 cm dans le rouge. Et donc aujourd'hui, alors il est de plus en plus difficile de réaliser des études sur des petits mammifères. Depuis 2010, les normes européennes compliquent énormément les expériences sur les petits mammifères. C'est de plus en plus compliqué. On a des dossiers monstrueux à écrire, à envoyer au ministère, etc. Donc on nous demande également de développer des modèles animaux qui seraient alternatifs. Et il se trouve qu'il y a un modèle animal, un génétique, qui est très utilisé, c'est l'embryon de zébrafiche. Comme c'est un embryon, jusqu'au 5e jour, jusqu'au 6e jour, on peut faire ce qu'on veut dessus. On peut en tuer des milliards si on veut. Mais au 7e jour, on n'a plus le droit de rien faire si on n'a pas fait un document administratif très épais. Alors, on a commencé à travailler sur ce modèle-là, et on a vu qu'on pouvait, sur cet embryon des zébrafiches, qui a un développement ultra rapide, on peut faire pousser des tumeurs cancéreuses humaines, puisqu'il n'a pas de système immunitaire, il ne va pas rejeter la greffe. Alors, on a injecté des cellules cancéreuses humaines qu'on a préalablement colorées en rouge. On a injecté à cet endroit-là des cellules cancéreuses. C'est ce qu'on peut voir ici. Ici en fluorescence et ici en transmission plus en fluorescence. Donc, on a la tumeur rouge ici. On a injecté, donc on injecte à J2, deuxième jour après son éclosion. On injecte cet animal avec des cellules. Les cellules, le lendemain, on forme une tumeur. Le surlendemain, on injecte les nanoparticules dans le système sanguin du zébrafiche. On attend 1 heure que les nanoparticules tournent et s'accumulent à la tumeur. Au bout d'1 heure, on irradie 5 secondes la tumeur du poisson avec un laser biphotonique pulsé. Et on voit que le lendemain, on a une très nette réduction de la taille de la tumeur. C'est également ce qu'on a fait ici dans une autre étude, réalisée en collaboration avec des Japonais qu'on vient juste de publier, où on a injecté, pareil, des cellules cancéreuses humaines chez le poisson. 2 jours après, on a une tumeur d'une bonne taille qui s'est développée. Et bien, si on refait la même expérience, on injecte les cellules cancéreuses du poisson, le lendemain, on injecte notre produit, on irradie 5 secondes, puis 2 jours d'après, on a une très nette diminution du nombre de cellules cancéreuses. Voilà. Donc je tiens à remercier l'ensemble de mes collaborateurs avec qui je travaille tous les jours, ainsi que tous les collaborateurs en France et à l'étranger qui synthétisent des nanoparticules toujours de plus en plus élaborées et de plus en plus efficaces. Et vous pour votre attention. Merci beaucoup. Je peux dire que Mme Garrigo a choisi justement de faire un exposé très court pour laisser la place aux questions. Donc allons-y. Merci. Là, dans vos expériences, vous avez une régression tumorale très rapide. L'effet dans le temps, ensuite, aboutit à quoi? Voilà. Alors, c'est une excellente question. Alors, pour le poisson, étant donné qu'il est difficile de travailler au-delà de 7 jours, il va falloir qu'on ait l'accord du ministère pour pouvoir mener plus loin ces expériences. Donc, on est en train de déposer un dossier. En fait, il a été accepté récemment. On va pouvoir lancer des expériences où les animaux ne vont pas être arrêtés à 7 jours, on ne va pas les sacrifier à 7 jours, et on va pouvoir faire une étude sur toute la survie des poissons. C'est ce qu'on est en train de mettre au point. Sur 3 mois, ce poisson il a une durée de vie de 3 mois. Donc on va injecter des tumeurs à un certain nombre d'animaux. Comme c'est des zébrafiches, on va pouvoir multiplier le nombre d'animaux pour avoir une vraie étude statistique.
tous ces animaux vont être injectés, certains vont être traités et d'autres pas, ça vit 1 an ou 2, alors c'est un peu plus compliqué. Donc on va passer aux zébrafilches. Est-ce que les nanoparticules diffusent également au niveau des métastases? Ah non. Alors, il est possible que les nanoparticules soient allées s'accumuler au niveau des métastases, puisque les métastases sont aussi des cellules cancéreuses, et les cellules cancéreuses, c'est un peu des gloutons. Tout ce qui passe, elles l'attrapent, puisque c'est des cellules qui ne partent plus en apoptose. Dès que quelque chose passe, un peu comme des os, elles récupèrent, elles avalent, et elles essayent de récupérer les nutriments, etc. Donc, si les nanoparticules circulent comme ça dans la circulation sanguine et rencontrent un foyer métastatique, il y a des chances pour qu'elles soient prises, qu'elles soient avalées par ces métastases. Mais si on ne le sait pas et qu'on n'irradie pas au bon endroit, rien ne va se passer. C'est pour ça aussi qu'on avait développé, en collaboration avec les groupes de Montpellier et de San Diego, ces nanoparticules autonomes qui, elles, vont aller spécifiquement s'accumuler dans les cellules cancéreuses et s'ouvrir dans les lysosomes. Mais là, pareil, il ne faut pas que ce soit pris que ce soit absorbé avant d'arriver au cancer par les cellules de l'immunité, qui sont les cellules saines, etc. Donc il y a tout un tas de barrières biologiques à passer. Oui, ma question portait sur votre modèle récemment développé poisson. On comprend bien les atouts de ce modèle par rapport aux problématiques contraignantes des mammifères. Par contre, alors j'ai une double question. La première, quelle est votre condition témoin pour le poisson zèbre quand vous avez injecté, créé un greffon de cellules tumorales humaines? Ça veut dire que votre témoin sur le poisson zèbre va être des cellules humaines saines que vous incorporez. Et deuxième, ça c'est ma première question. Et le deuxième volet concerne les spécificités du système sanguin des mammifères. Quand vous parlez de l'imperfection de la création de nouveaux vaisseaux sanguins qui viennent irriguer cette tumeur cancéreuse, comment ça se passe chez un poisson par rapport au modèle mammifère standard? Alors, le contrôle chez le poisson zèbre, ça ne va pas être une injection de cellules saines, ça va être une injection de cellules cancéreuses. Parce que injecter des cellules saines chez le poisson, comme on n'est pas des généticiens et qu'on va juste vouloir montrer l'efficacité des nanoparticules sur la diminution de la tumeur, c'est pas notre intérêt, c'est pas notre recherche d'injecter des cellules saines chez le poisson. Parce qu'on part du principe qu'il y a 0 mortalité sur des cellules saines, en fait, lors de traitement par laser. Alors, oui, ça je comprends, mais est-ce qu'il y a une incidence du laser ou des nanoparticules qui se perdent sur les cellules saines? Alors ça, c'est une étude qu'on avait fait par ailleurs, que je n'ai pas présentée ici. Lorsqu'on a fait cette étude sur les cellules de cancer du côlon, qu'on a remis en culture au laboratoire, en parallèle, on a montré, et on a fait une étude au FACS, au cytomètre en flux, qui permet de quantifier le nombre de nanoparticules internalisées par les cellules. On a utilisé un modèle cellulaire qui est au départ sain, qu'on transforme et qui devient cancéreux, et qu'on transforme encore et qui devient très agressif. C'est une lignée qui est disponible à Montpellier, chez ma collègue dont j'oublie le nom, et on a pu voir qu'en fonction de l'agressivité de la cellule, des cellules que l'on a utilisées, il y avait de plus en plus de nanoparticules internalisées par ces cellules. Quand elles sont saines, très peu de nanoparticules, et plus elles deviennent cancéreuses et agressives, et plus elles emmagasinent des nanoparticules. C'est dû notamment en fait de la taille de ces nanoparticules. Elles sont grosses, elles font un minimum 100 nanomètres. C'est-à-dire qu'une cellule normale, une cellule saine, à part les cellules de l'immunité, ne va pas emmagasiner ces nanoparticules. Une cellule saine, elle va la regarder passer, et elle ne va pas essayer de la manger, elle ne va pas essayer de l'avaler. Par contre, une cellule cancéreuse, oui. Elle a une capacité d'endocytose qui se rapproche de la phagocytose, qui va lui permettre à elle de prendre ces nanoparticules. Et d'autre part, quand on avait fait cette étude sur le cancer du côlon et qu'on avait compté les colonies qui se multipliaient dans la flasque, au moment où on a vu que les colonies disparaissaient, on a vu apparaître les cellules saines, les fibroblastes, qui étaient plus ou moins dormants au départ. Et eux ont commencé à se multiplier et à coloniser la bête. Je suppose que la taille de la tumeur, on ne peut pas traiter n'importe quelle tumeur. La taille est importante et c'est associé certainement à notre combat sur le plan chimiothérapie ou radiothérapie. Exactement. On n'a pas
on n'envisage pas de traiter des grosses tumeurs. Là, je parle surtout des cancers émergents, notamment, par exemple, pour ce qui est du cancer de la prostate, qui est le plus adapté à cette stratégie, parce que souvent, les méthodes de diagnostic sont super efficaces aujourd'hui, et les médecins arrivent à détecter des cancers de plus en plus petits, tellement petits que souvent, il n'y a pas de médicaments adaptés, ou de traitements adaptés. C'est-à-dire que enlever la prostate, ou la radiothérapie ou la chimiothérapie directe, c'est trop violent pour un cancer qui va être très petit. Donc il reste la surveillance active. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on va vérifier si ça n'a pas trop évolué. C'est pas terrible non plus. Donc c'est dans cette niche-là qu'on aimerait pouvoir développer quelque chose pour ces petits cancers émergents, qui sont malgré tout des cancers pour lesquels on ne fait rien, parce qu'enlever l'organe, c'est trop contraignant, et ne rien faire, c'est pas satisfaisant. Mais vous avez raison, une grosse tumeur, ou notamment une tumeur très influe du cerveau, c'est pas du tout adapté à ce genre de stratégie avec des lasers. Parce que le laser est petit, on ne peut pas irradier comme on tient. Justement, vous avez parlé des nanoparticules sur le plan thérapeutique, mais au plan diagnostic, qu'est-ce qu'il en est? Il y a des nanoparticules qui ont fait leur apparition. Je crois que la première à elle-même, c'était justement pour une nanoparticule sur le diagnostic. Donc oui, il y a des nanoparticules qui permettent de faire le diagnostic. Elles sont très petites, elles doivent faire 2 à 5 nanomètres et elles font quelques tours de circulation sanguine et sont évacuées par le système rénal, parce que dès que les nanoparticules atteignent la taille de 5 nanomètres, elles sont évacuées par le système de filtration rénale. Je ne sais pas beaucoup plus parce que je ne travaille pas exactement dans cet axe-là, sur le diagnostic, mais je sais que c'est la première à elle-même, c'était pour le diagnostic des nanoparticules. De silice en plus. Justement, les nanoparticules, je ne sais pas celles de silice, mais j'ai cru comprendre que leur taille était difficile à contrôler, mais en particulier la structure dépend fortement du milieu dans lequel elles se trouvent. Donc, elles se forment assez facilement des agrégats. Vous n'êtes pas gêné par ce type de problème avec ces nanoparticules? Alors, ça, effectivement, c'est le problème des chimistes des matériaux. Parce que quand ils nous donnent leurs nanoparticules, nous, on demande qu'il y ait toutes les caractérisations photophysiques et photochimiques de réaliser. Et en général, ce sont des nanoparticules, il ne faut pas qu'elles s'agrègent dans les liquides biologiques, parce qu'ils font toutes les caractérisations dans des solvants, des MSO, éthanol, acétone, etc. Après, nous, quand on les utilise, il faut que ce soit soluble dans l'eau, que ça ne s'agrège pas dans l'eau. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a recouvert les nanoparticules de sucre, parce que ça apporte de l'hydrophilie au système et ça les rend aussi un petit peu plus furtives. Il y en a qui accrochent des PEG, des liens polyéthylène-glycol, qui les rendent plus hydrosolubles et qui permettent aux nanoparticules de circuler dans les liquides biologiques sans s'agréger, sans avoir de réaction entre elles. On travaille aussi avec des nanoparticules qui sont très biodégradables, trop même. En 1 heure, elles sont totalement dégradées par les cellules et l'environnement. Donc voilà, ce sont quand même des choses qui sont très maîtrisées par les chimistes des matériaux. Et c'est quelque chose qu'on demande, on ne teste jamais des nanoparticules. Quand il y a une pool de nanoparticules avec certaines qui font 50 nanomètres, d'autres 500, on ne pourra rien faire avec ça. Et les résultats qu'on aura, ils ne seront pas reproductibles. Nous, on veut avoir des résultats reproductibles. Alors, on ne peut pas se permettre d'utiliser des nanoparticules qui ne sont pas parfaitement calibrées, pour le mieux possible en tout cas. Même en recherche appliquée, qui n'est pas de recherche médicale. D'autres questions? C'était simplement pour revenir sur les imperfections du système sanguin, de décréation des vaisseaux sanguins, et comment est-ce que vous arrivez à cibler cela sur un poisson qui a un système sanguin qui n'est peut-être pas identique à celui des mammifères? Il y a des publications qui ont montré que l'effet EPR existait aussi chez l'embryon des zébrafiches. Voilà. Alors, on pense que, mais c'est vrai que nous, on ne l'a pas démontré, on ne l'a pas non plus vérifié sur les animaux, on ne l'a pas vérifié sur le seul endroit où il y a un doute qui subsiste, c'est récent, on se demande si chez l'être humain, le bénéfice de l'effet EPR est vraiment aussi intéressant que ça. Il y a des gens qui ont montré que, grand maximum, on allait avoir 1%, grand maximum, de nanoparticules qui vont s'accumuler à la tumeur. Mais c'est pas si mal que ça quand même. 1% qui vont s'accumuler à la tumeur à partir du moment où on l'injecte dans le sang. Parce que dans les nanoparticules, on accumule les choses. C'est un système,
Il y a tellement de pores, c'est un système qui a une surface active gigantesque, et il suffit de quelques nanoparticules pour avoir un vrai effet. C'est ce qu'on a vu chez la souris, c'est ce qu'on a vu chez le poisson. Parce que quand on voit qu'on arrive à tuer toutes les cellules d'une boîte en 5 secondes, c'est facile quand même dans une boîte, parce qu'il n'y a que des cellules cancéreuses, il n'y a que les nanoparticules, il n'y a que les cellules cancéreuses. Ça veut dire qu'on ne prend pas de risque, on va ailleurs. On va aller forcément dans les cellules. Mais malgré tout, quand on a passé, il faut avoir cet effet drastique pour ensuite passer chez les animaux, faire pousser des tumeurs et voir que quand même on a des effets qui sont vraiment significatifs. C'est pas encore la folie. On ne peut pas dire que demain on va mettre des nanoparticules sur le marché, parce que comme vous disiez tout à l'heure, il faut montrer qu'à la fin, on n'a plus de cellules, on n'a plus de tumeurs du tout chez le poisson ou chez la souris. On va reprendre le poisson parce que la souris vit trop longtemps. Ça va être vraiment compliqué de maintenir ces animaux au laboratoire aussi longtemps, mais il faut effectivement arriver jusque-là, après traitement, plus de cellules cancéreuses, et on attend encore, et on n'a pas une récidive juste après. Parce qu'on sait maintenant qu'il y a des cellules cancéreuses super résistantes, il peut en rester une dizaine, et quelques temps après, on se retrouve avec un nouveau cancer encore plus agressif. Mais là, c'est quand même quelque chose de mécanique. Si on oublie le système qui transporte des drogues, si on ne prend que le système avec les photosensibilisateurs, c'est quelque chose de mécanique. Donc on ne va pas créer de résistance. On ne va pas créer de résistance à un médicament. C'est la cellule qui avale la nanoparticule et elle en meurt parce que la nanoparticule explose en fait. Je suppose que vous n'envoyez pas les nanoparticules comme cela dans le système sanguin, que vous allez viser la cellule que vous voulez tuer. Donc il y a une intrusion qui est faite, non? Une intrusion. C'est-à-dire que vous allez cibler la cellule. Oui, si possible. Avec les petits ligands qui recouvrent la nanoparticule, on va essayer de cibler. On va cibler que comme ça en fait. On va injecter dans le sang et on attend que les nanoparticules s'accumulent par ces fameux 3 ciblages qui vont permettre d'avoir une accumulation préférentielle dans la tumeur plus que dans les cellules saines. Et vous arrivez à les suivre, hein? On arrive à les suivre, si on veut, on peut les suivre, oui. Alors, notamment dans le poisson, parce qu'on a des systèmes de poissons qui s'appellent Casper, comme son nom l'indique, c'est des systèmes très transparents. Et alors, on peut suivre le trajet des nanoparticules, on peut voir le système sanguin, on voit le cœur qui bat, etc. On voit tout. Ils sont très transparents. Vous n'avez pas donné un coup de laser comme ça au pifomètre? Ah non, parce que nous, on sait où on a mis la tumeur. Alors, du coup, on sait où on met le laser. Il faut effectivement, dans l'idée de traiter une tumeur chez un mec, il faut savoir où elle est. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop enfouie. Il ne faut pas qu'elle soit... Et encore que maintenant, avec les fibres optiques, on peut accéder à beaucoup d'endroits. Vous dites que vous ne pouvez pas le commercialiser, votre technologie, parce que dans la durée, vous n'avez pas de preuve qu'il y a une mortalité à 100% des cellules cancéreuses, mais en même temps, est-ce que la chimiothérapie qui a été commercialisée a une fiabilité à 100%? Non. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on a bien compris en créant la start-up sur les maladies lysosomales, en essayant de développer un médicament sur des maladies orphelines, rares, qui touchent les enfants, on a bien vu à quoi on se heurtait. C'est-à-dire qu'il y a quand même... On est arrivé, nous, on a dit, oh, on a un super produit, on prend la molécule qui existe déjà, enfin l'enzyme qui est commerciale, qui existe déjà, on accroche une petite molécule chimique qui ne fait rien du tout à l'enzyme, qui ne génère pas d'immunité, de réaction immunitaire, rien. On a fait tous les tests et on s'est pointé en disant, on va pouvoir le vendre 20 fois moins cher parce qu'il est 20 fois plus efficace. Vous vous rendez compte, c'est formidable. On nous a expliqué. Alors au début, on nous a rien dit. Puis au cours des réunions, on ne comprenait pas pourquoi on avait refus sur refus. Et puis à un moment, quelqu'un nous a dit, mais vous savez quoi, ça me fout. Que ça coûte 20 fois moins cher, ça n'intéressera personne. Parce que l'usine qu'on a créée, elle vaut 500 millions. Il faut la rentabiliser. Alors à partir de là, on voit les choses un peu différemment. Et quand on entend commencer à parler de cancer, on nous a dit, mais le cancer, vous vous rendez compte auprès de quel laboratoire vous allez vous heurter? Des laboratoires gigantesques, des vrais lobbies dessus. Pour arriver à passer un médicament sur le cancer, il faut vraiment avoir l'air solide. Nous, on est une start-up, une spin-off, on va dire. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment une start-up parce qu'on a réussi à avoir un partenariat avec un gros laboratoire. Mais on est quand même une poignée à travailler dedans.
Donc on ne peut pas espérer, s'il n'y a pas un laboratoire, un gros laboratoire pharmaceutique qui est prêt à dépenser quelques millions pour faire les essais cliniques pour ces nanoparticules, on n'arrivera jamais, nous, à aller très loin. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'aller au maximum, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie du poisson et dire voilà, regardez, on a traité avec des nanoparticules, il n'y a plus de tumeur, le poisson il est mort de sa belle mort, les bébés poissons engendrés ne sont pas malades non plus, et etc. On peut faire que ça. Et après, si on n'a pas un gros laboratoire qui nous suit, on peut pas aller plus loin. On s'est rendu compte que pour faire les premiers essais précliniques réglementaires, il fallait plus de 2,5 millions, c'est-à-dire les essais réglementaires sur les souris. Et pour faire les essais sur les humains, il faut 6 millions. On va aller voir comme ça. On a essayé. Et en réalité, aujourd'hui, en parlant de chimiothérapie, les gens travaillent avec des molécules qui ont plus de 20 ans, 25 ans, quoi. Et certaines, on a même récupéré des molécules de chimiothérapie qui ne fonctionnent pas in vivo, qui marchaient très bien sur les cellules à culture, mais qui ne marchent pas in vivo parce qu'elles sont prises de suite par d'autres cellules ou de suite éliminées de l'organisme. On les a mis dans les nanoparticules et on a montré l'efficacité retrouvée. Des molécules qui marchaient très fort, qui ont une super efficacité, mais qu'on ne peut pas utiliser in vivo. On les met dans les nanoparticules, on montre qu'on peut les utiliser in vivo, mais le chemin est très très long. On fait notre possible. Quel est l'apport par rapport aux gènes, médicaments? Comment vous vous situez par rapport à ça? On pourrait imaginer qu'on soit complémentaires. C'est vrai que la thérapie génétique, c'est de loin la voie royale, c'est la thérapie cellulaire aussi, mais la thérapie génique, c'est ce qu'on aimerait, enfin, c'est l'idéal, c'est-à-dire corriger le dysfonctionnement génétique chez le patient. Pour ça, il faut quand même corriger le dysfonctionnement génétique de toutes les cellules, parce que les maladies lysosomales, c'est le manque d'une enzyme lysosomale dans chaque cellule quasiment. Alors il n'y a pas des atteintes partout, mais certaines maladies, ce sont des atteintes généralisées. Donc il faut que la thérapie génétique soit assez efficace pour remplacer le gène qui ne marche pas dans toutes les cellules. La thérapie cellulaire marche bien aussi, mais sur des zones très très petites. On a vu que les cellules ne migraient pas, donc on avait des effets très très concentrés. Donc pour l'instant, la thérapie génique, elle n'est pas tout à fait au point. On pourrait imaginer que notre système soit un système complémentaire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'enzymothérapie substitutive qui marche, il n'y a que celle-là qui marche. Donc nous, on la rend 20 fois plus efficace. 10 à 20 fois plus efficace selon les maladies. On pourrait très bien remplacer la thérapie enzymatique substitutive actuelle par celle-là, et attendre que la thérapie génique fasse une percée extraordinaire, et il y aurait peut-être quand même besoin encore d'un peu d'enzymes pour stimuler l'ensemble du système. J'y vois des similitudes à ce que vous faites par rapport au canon à particules. Quel est votre rendement d'efficacité? Est-ce que vous mettez beaucoup de nanoparticules? Il y a une grande dispersion où tout va dans la cellule? Comment ça se passe? On ne met pas beaucoup de nanoparticules parce que les nanoparticules concentrent considérablement les drogues et les photosensibilisateurs. Par exemple, les photosensibilisateurs, c'est des molécules qui avaient été testées il y a des années à l'Institut Curie, justement, pour le rétinoblastome, par exemple, des porphyrines. On avait traité des enfants avec des porphyrines pour le rétinoblastome, ça avait très très bien marché. Sauf qu'ils avaient excité avec des rayons laser ultraviolets, et ces enfants, 10 ans après, avaient généré des cancers secondaires. Mais ces porphyrines avaient très bien marché. Là, on prend ces porphyrines, on en concentre 8000 dans une nanoparticule, et on reteste en excitant à une autre longueur d'onde, le rouge, qui lui est moins énergétique et ne va pas créer de lésions de l'ADN et ne va pas induire des cancers plus tardifs. Donc, par rapport aux médicaments, on en met beaucoup moins. Ce qu'on met évidemment, c'est la nanoparticule. La nanoparticule, on essaie de la choisir dans une matière pas trop toxique, en silice. La silice, c'est la flotte terrestre, c'est le sable, voilà. Mais le seul truc qu'il faut qu'on étudie, et on le fait, c'est l'accumulation au poumon. C'est ça que les gens craignent le plus, l'accumulation des nanoparticules dans les poumons. Mais ça, c'est surtout les particules qui sont dans l'air, pas celles qu'on vous injecte dans le sang. La pollution, les gaz d'échappement, etc. Vous avez dit que vous aviez besoin de financement pour aller plus loin, si j'ai bien compris, pour faire des essais précliniques et cliniques. Est-ce que vous n'avez pas de moyens d'obtenir des financements du pouvoir public, soit nationaux, soit européens? Bien sûr, bien sûr. On fait des demandes
peu près sans arrêt, parce qu'en fait aujourd'hui, quand on est chercheur au CNRS, on a son salaire, mais que d'ailleurs beaucoup d'entre vous doivent le savoir, mais on n'a pas vraiment d'argent pour travailler. On a de l'argent pour son salaire. Si on ne veut pas travailler, pas grand-chose nous y oblige, mais si on veut travailler, si on veut acheter du matériel pour réaliser toutes ces expériences, il faut répondre à des appels à projets. Alors, quand on a une équipe académique de recherche, on a des appels à projets académiques, et quand on est une start-up, une société, on a des projets adaptés. Et quand on est une équipe et une start-up, on a aussi des appels à projets adaptés. Et on répond à ces appels à projets qui sont ultra compétitifs. En général, ils sont entre 3 et 15% de réussite. Donc ce sont des projets très lourds à rédiger, on en fait sans arrêt. Certes, des fois on réussit et des fois pas. Mais... Question complémentaire. C'est vous-même qui rédigez les dossiers pour obtenir ces financements ou vous faites appel à des intermédiaires qui travaillent pour qui savent faire ça et qui peuvent... Il y a des intermédiaires qui nous aident pour les montages financiers, pour toute la partie administrative et financière, mais pour toute la partie scientifique, non, c'est les chercheurs qui rédigent. Toujours. Alors le spécialiste en chimie des matériaux va rédiger la partie des nanoparticules, le biologiste va rédiger la biologie, le physicien va rédiger la partie physique, etc. Mais on se fait un petit peu aider pour la partie administrative et financière, mais voilà, c'est tout. On a quelques ingénieurs de projet au CNRS, mais ils aident un grand nombre d'équipes, donc on ne peut pas non plus les solliciter outre mesure. C'est pas vraiment breveté, non ça, qu'est-ce qui est breveté dans ces... La technologie des nanoparticules? Vos applications particulières? Oui, on en a breveté certaines. Moi, j'ai 7 brevets. Je suis co-inventeur de 7 brevets. 1 sur les enzymes et 6 sur les nanoparticules. Alors, il y a des nanoparticules très originales, dans des matériaux très particuliers, qui sont très biocompatibles, biodégradables. Là, je vous ai parlé des nanoparticules de silice, mais on est en train d'en développer, qui sont des nanoparticules composées presque uniquement à la fin de photosensibilisateurs. Donc on n'a plus de silice, on n'a plus qu'une espèce de carapace, de coquille de photosensibilisateur, de squelette de photosensibilisateur qui est super efficace, ça vient de breveter. Et on peut mettre dans les pores, ça fait quand même des pores, on peut y mettre des drogues, on met aussi du matériel génétique pour essayer de faire de la thérapie génique. C'est ce qu'on peut. En fait, c'était ici, là par exemple, c'est un zebrafish. Je ne voulais pas commenter. C'est un zebrafish qu'on a modifié génétiquement pour exprimer la GFP. Donc il est vert. Et avec des nanoparticules, des PMO, c'est des nanoparticules très originales, on a mis du CRNA anti-GFP, donc un matériel génétique qui va éteindre la luminescence verte. Et en activant par les lasers, on éteint à certains endroits les zones vertes. Ça aussi, on a publié très récemment. Il y a quel équilibre là, vous êtes tous en compétition, j'imagine avec vos laboratoires. Alors, sur les nanoparticules, c'est sûr que la compétition est monstrueuse. Par contre, sur les nanoparticules activables par des lasers, et par des lasers biphotoniques, des lasers pulsés qu'on utilise, on est très peu nombreux. On est très peu nombreux parce qu'on est de plus en plus sollicité par des équipes à l'étranger. Tous ces travaux ont été réalisés avec des groupes qui synthétisent des nanoparticules. On s'est tellement spécialisé que du coup, on est en train de prendre une vraie place dans ce domaine, qui est quand même très pointu, c'est-à-dire les nanoparticules activées par des lasers biphotoniques. Les chirurgiens qui travaillent avec vous, on a déjà utilisé sur des personnes avec des résultats. Les nanoparticules dont je vous parle, ah non, on n'a pas le droit. J'avais une exemple. La question piège. Les chirurgiens avec qui je travaille ont déjà testé des molécules qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché et ils participent aux essais cliniques en thérapie photodynamique. Il y a par exemple pour le cancer de la prostate une molécule qui s'appelle le Toucad qui a donné des résultats très relatifs, qui était quelque chose qui avait donné de grands espoirs et finalement les résultats sont assez mitigés. Mais pour faire des essais cliniques, il faut passer tout un tas de cahiers des charges bien solides à passer, dont les essais cliniques pré-réglementaires et puis réglementaires. On ne peut pas savoir.
Il faut d'une part que les laboratoires s'y intéressent, vraiment, donc ils voient un vrai intérêt financier. Et il faut également, oui, parce que les laboratoires, c'est des hommes d'affaires finalement. Nous, on croit au début que la santé, c'est l'argent. Le vrai de vrai, ce sont des hommes d'affaires. Heureusement qu'ils sont là, les laboratoires pharmaceutiques, sinon on serait dans la panade. On est d'accord, heureusement, c'est formidable, mais on ne peut pas dire que ce soit des gens pour qui l'argent ne compte pas. C'est pas une critique, c'est un constat. Et si le traitement du cancer coûte cher, alors qu'est-ce qu'on va dire du traitement des maladies lysosomales qui coûte 500 000 € par an et par patient? Ça, vous arrivez avec des coûts de moins cher, ça les intéresse mais pas du tout. Moins d'argent. Mais oui, exactement. Ben voilà, ça, on a mis des années à le comprendre. Nous, on a mis vachement de temps à le comprendre. Il a fallu qu'on nous le dise, en fait. Il a fallu qu'on nous le dise les yeux dans les yeux pour qu'on le réalise. Mais on a mis beaucoup de temps à le digérer aussi. Il faudrait peut-être le faire savoir un peu plus, parce que là, vous êtes dans un laboratoire, vous avez des problèmes, mais la personne normale n'est pas au courant de ces problèmes inhérents à l'argent. C'est pour ça qu'on il faudrait voilà. Mais il faudrait que ce soit dit, parce que bon, nous sommes c'est quelque chose, si on peut parler de cellules, il faudrait que ce soit petite, non, quand même. Non, mais à l'échelon national. On essaye de faire de notre mieux pour. Après, ce qui est très compliqué, c'est que la sécurité sociale demande à ce que ce genre de traitement pour les maladies lysosomales soit moins cher. Parce que c'est compliqué de rembourser les traitements pareils. Ça devient compliqué. Et les laboratoires pharmaceutiques râlent en disant, attendez, il y a 1000 patients à traiter, nous on a fait une usine qui nous coûte 500 millions, on ne croyait pas qu'on va faire. Il faut qu'on rentabilise quelque chose. Donc c'est un peu un dialogue de sourds. C'est plus important que la vie des autres. C'est un métier et c'est un marché. Je suis bien d'accord. Je vais rebondir sur l'histoire du tarif des médicaments. Je travaille dans un établissement de santé. Il y a un produit qui a été mis sur le marché qui était déjà largement amorti par un laboratoire pour soigner une pathologie qui n'était pas curable auparavant, que l'on peut soigner, qui est acheté 40 000 € le traitement en France par l'assurance maladie au laboratoire. Ce même produit est vendu 1 000 € pour d'autres États, pour le même traitement, pour d'autres patients. Ça, c'était une première réflexion pour tout le monde. La seconde réflexion, vous demandez qu'on mette les gens au courant. Il y a une alerte par le Sénat. Il y avait un article dans l'Indépendant il y a quelques jours, je suis très étonné, sur l'indisponibilité croissante d'un nombre important de molécules thérapeutiques, jusqu'à 30 différentes par semaine. L'établissement dans lequel je suis, on est très alarmé parce qu'on a des difficultés pour soigner les patients. Et c'est croissant. Il faut savoir que les fabricants, on appelle ça les big pharma dans le secteur, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc vous avez l'armement, la banque, l'assurance, la pharma. C'est les 4 qui tiennent le monde. Et les big pharma construisent une usine à 500 millions. Ils fabriquent la molécule dedans pour le monde entier. Et lorsqu'il y a une rupture, un problème de fabrication, on a des ruptures jusqu'à 18, voire 24 mois sur un médicament. Et ça va croissant. Et le Sénat a lancé une alerte. Et nous, par exemple, dans le même sens, sur la maladie lysosomale, il y a eu un moment où la principale boîte qui fournit ces enzymes-là a eu une énorme contamination de leurs usines. Ils ont bloqué le traitement. On s'est dit, mais ça y est, c'est l'occasion, on va pouvoir faire quelque chose avec eux. Non. Parce que nous, on veut le faire sur une production par un autre système d'expression. Eux, ils produisent dans le CHO, c'est-à-dire ils produisent de l'enzyme humaine à partir de cellules de hamster. Nous, on voulait produire l'enzyme humaine à partir de cellules de baculovirus. Ça, c'était au départ, quand on croyait encore qu'on pouvait faire des médicaments 20 fois moins chers qui allaient intéresser quelqu'un. C'était au départ. Et donc, on s'est dit, mais ça y est, on a un système de production, nous, ce qu'on propose, on avait montré en plus l'efficacité thérapeutique sur les animaux malades de ces maladies-là. Ils n'étaient pas allés plus loin au départ. Donc on s'est dit, ils vont quand même au moins nous écouter. Mais non. Non, parce qu'ils ne vont pas changer leur système de production, qui leur a coûté très cher, qui est malgré tout rentable. Les actionnaires sont contents, l'argent rentre. Avec cet argent, ils embauchent des gens qui travaillent, qui font des médicaments, etc. Donc on ne peut pas tout critiquer un bloc. Parce que même, c'est comme vous dites, les banques, les assurances, etc., les big pharma.
Mais donc c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui de se battre et d'essayer de dire voilà, il y a des solutions. Mais alors c'est très 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 compliqué. Mais malgré tout, on ne baisse pas les bras, on continue, on avance, on progresse. Et à un moment, quand les résultats sont vraiment, ils sautent aux yeux, bon, ben, on arrive à intéresser quelqu'un. Là, après, depuis 2000, on a créé la société en 2012, donc les premiers résultats, ils avaient en 2008. Eh bien, on vient de signer un accord avec le laboratoire Shire. C'est un laboratoire énorme, parce que leurs molécules, eux, marchent beaucoup moins bien que les autres. Et si on accroche notre molécule, ben, ça va marcher mieux. Mais quand on parle du prix du traitement, ils disent on en parlera plus tard. Voilà. C'est pas un laboratoire français, ça? Non. Et c'est quoi, anglais ou américain? Américain. On a contacté le laboratoire français, en premier. Je reprends la parole pour poser une question de Béotien. On n'avait pas de moyens, avec des financements appropriés évidemment, d'aller jusqu'à la fabrication. Quel cas vous squeezez on aurait bien aimé aussi. Écoutez, si vous avez 6 millions, moi je les prends. Si vous voulez donner, là. Tout à l'heure, j'ai quelque chose à vous proposer. Ah, très bien. Bon, alors on va peut-être écouter ce débat pour que vous puissiez bénéficier de ces solutions rapidement. Sauf s'il y a d'autres questions. C'est ça le trop. Bon, bien écoutez. Oui. C'est pas une question, mais par rapport à ce que vous évoquiez de dire qu'il y a des moyens de financement, est-ce que le financement. Le financement participatif. Parce que la question qui a été posée, sous combien de temps là, je fais partie de la classe jeune dans la salle, voilà. Mais je suis bien conscient que ma génération ayant été très exposée à la pollution et aux nanoparticules, nous sommes amenés à plus rapidement que votre génération, enfin que la génération présente dans la salle, à développer des cancers. Et que donc, on a peut-être envie quand même de pouvoir se soigner aussi, quoi. De façon efficace, oui. Bon, après, on ne peut pas dire non plus que notre génération soit la plus mal lotie point de vue soins et espérance de vie. C'est vrai que l'environnement actuel, la pollution fait qu'on est de plus en plus sollicité, que notre organisme est de plus en plus agressé et sujet à développer des cancers. Mais bon, l'espérance de vie ne diminue pas trop. Une petite affection. Ouais. Parce que les gens se sont remis à fumer, ça. En tant que chercheur, vous partiez ou vous soyez appelé par des laboratoires étrangers et pas français à partir, hélas. Si, ça arrive, ça arrive assez souvent. Alors, en plus, aujourd'hui, c'est même largement favorisé en France, parce que pour avoir le concours de chargé de recherche, il est vivement recommandé de faire un post-doc à l'étranger. C'est-à-dire que vous faites vos études en France, vous faites votre thèse en France, donc c'est la France qui a financé largement votre formation, parce qu'à l'étranger, il faut payer très très cher pour aller à l'université. Eh bien, après la thèse, quand vous êtes bien formé, impeccable, et la formation en France est d'excellente qualité, c'est reconnu dans le monde entier, vous allez à l'étranger, vous avez un super salaire, que ce soit aux États-Unis aussi en Arabie Saoudite. J'ai des collègues qui sont partis en Arabie Saoudite qui sont super heureux, des labos flambant neufs, un salaire fabuleux, du personnel, du matériel, tout va bien. Donc c'est demandé par le CNRS, par l'INSERM, par l'INRA sans doute aussi, que les chercheurs, les jeunes chercheurs, avant d'avoir leur poste au CNRS, aillent faire des postdocs à l'étranger pour voir un peu, pour s'ouvrir au monde, etc. Et il se trouve qu'assez souvent, des étudiants brillants ne reviennent pas. Moi, j'en connais beaucoup qui ne sont pas revenus. Moi, je ne suis pas partie à l'étranger, je ne compte pas y aller non plus. J'y vais très peu, enfin, j'y vais souvent pour des conférences, et puis je reviens vite en général. Parce que, vous voyez, moi, je suis dans un vieux labo assez délabré, et que j'aime beaucoup, et voilà. Donc, non, moi, mais j'ai des collègues brillants qui, effectivement, eux, sont restés à l'étranger. Ils font des carrières magnifiques à l'étranger. Vous avez des gros instituts en France. Vous avez des gros instituts en France où il y a beaucoup de chercheurs étrangers qui viennent en postdoc. Oui.
Oui, oui. Bah, Oui, mais pour rester, c'est plus difficile quand même, parce que le concours, il est... Oui. C'est pas de la tarte, quoi. Et comme maintenant, il y a la loi Sauvadet qui court après les postdocs, c'est-à-dire que quand vous avez fait 3 postdocs dans le même labo, enfin, 3 postdocs tout court, vous avez le risque de ne plus être embauché, donc vous ne pouvez plus postuler un CDD. Alors là, c'est un peu la cata. C'est-à-dire, soit vous partez à l'étranger, soit vous changez de métier, après la thèse, 3 postdocs. Vous avez 30 ans. Et vous devez un temps minimum quand même à ceux qui vous ont formés. Et où est-ce que vous devez avancer vos études à ce moment-là si vous partez? Non, vous pouvez partir. Vous pouvez partir librement. Non, vous ne remboursez rien du tout. Et l'une des études universitaires en France ne sont pas chères. Pour s'inscrire en thèse, il faut 400 €. Après, vous avez votre salaire en plus. Aux États-Unis, pour s'inscrire, il faut quand même 30 000. Au Canada, on n'est pas loin des 30 000 $. Hein, si je dis pas de bêtises. Oui, par an, bien sûr. Ah bah oui, par an. Les 400 €, c'est aussi. Et la thèse peut durer indéfiniment, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est pas un souci, ça. C'est quand même pas la même chose, quoi. Et la formation en France est reconnue comme étant d'une grande qualité, avec des étudiants qui apprennent à réfléchir à la fac, qui apprennent à raisonner par rapport aux écoles américaines, où c'est un peu plus bourrage de crâne, etc. Ceci dit, le postdoc à l'étranger n'est pas forcément une mauvaise chose. En soi, ça permet des échanges et de créer des liens aussi. C'est peut-être plutôt le taux de retour dû au fait du petit nombre de postes que la difficulté d'avoir un poste pérenne en France. C'est sûr, c'est exactement ça. Là-bas, ça marche bien. Un postdoc, ça marche. Les gens sont heureux. Quand ils partent, quand ils font l'effort de partir, quand ils peuvent aussi, quand ils n'ont pas déjà un mari, des enfants, une maison, etc., quand ils sont libres et qu'ils partent, et moi je vous dis, j'en connais beaucoup en Suède, aux États-Unis et en Arabie Saoudite, et ils ne veulent pas revenir parce qu'ils sont très heureux. Tout marche bien, quoi. Ils ne font pas des demandes de fric jusqu'à 2 h du matin toute la semaine, enfin, ils ne bossent pas le week-end, ils bossent les horaires normaux, et c'est rentable, et ça marche bien, ils ont de l'argent, et voilà. Après, l'ambiance, c'est autre chose. Mais pour ce point de vue-là, ça marche bien. La dure vie du chercheur. Allez. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci.